Ali Arras, qui est en détention arbitraire à l'heure actuelle au Maroc, condamné à 15 ans de prison ferme. Ali Arras est un citoyen belgo-marocain, qui a vécu 28 ans en Belgique et qui a été extradé le 14 décembre 2010 au Maroc, malgré la demande de suspension de l'extradition formulée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Donc, Ali, qui avait été mis en détention le 1er avril 2008 en Espagne, soupçonné de terrorisme, va être innocenté, blanchi par le juge Balthazar Garçon en mars 2009, malgré la prononciation d'un non-lieu, va être maintenu, gardé en prison, toujours en isolation, toujours en Espagne, et donc finalement finira par être extradé au Maroc, chose qu'on a voulu éviter à tout prix, mais qui malheureusement a quand même abouti. Donc Ali va être extradé au Maroc. Qui dit extradition au Maroc dit torturé. Il a été sauvagement torturé pendant 12 jours de mise en garde à vue. Il va être interrogé par les polices de la DST dans le centre de torture de Temara. Et à l'issue de ces 12 jours de torture, il y aura bien entendu des aveux signés sous la torture. Aveux qui servent aujourd'hui à le condamner à ces 15 ans de prison ferme, alors qu'en Espagne et d'ailleurs au Maroc aussi, il n'y avait aucune preuve qui pouvait leur permettre de dire clairement qu'Ali était réellement un terroriste. Donc quand j'ai été rendre visite à mon frère à la prison de Salé la première fois, c'était le 5 mars. Le 5 mars 2012. C'était la première fois que je voyais mon frère après son extradition. Et il m'a raconté les détails donc, de la torture à laquelle il a été soumis à Temara. Et donc c'est une période horrible, c'est une période terrible. On l'a soumis à des tas de sévices qu'il lui qualifiait comme inhumains. Il disait qu'il avait eu affaire à des personnes sans âme, que ce n'était pas possible que ce soit des humains qui administrent de telles maltraitances à un autre être humain, que c'était pour lui incompréhensible, mais que voilà, ça avait effectivement eu lieu. Donc il a été accroché par les mains pendant des heures, et pendant qu'il était accroché par les mains, on lui assénait des coups. Qui le faisait, qui lui administrait des coups non-stop. On change, donc on le change de place, donc on l'accroche par la suite par les pieds. Et c'est de la même méthode utilisée, donc on va aussi lui asséner des coups avec des bâtons dans tout son corps. Il a été donc aussi soumis à des décharges électriques dans ses parties intimes. Il y a eu des tentatives de noyade. Il y a eu le viol à la bouteille, de manière répétitive et de manière très très brutale, visant à toucher donc l'inqualifiable, c'est-à-dire à toucher à sa dignité d'homme, l'avilir, le réduire à rien. Et on lui a donc aussi injecté des produits chimiques. Il disait aussi que lorsqu'on l'avait amené pour procéder aux fouilles, on l'avait amené à l'extérieur, on l'avait dénudé, on l'avait cagoulé et on lui tirait des balles réelles donc, autour de lui pour lui faire croire. Donc c'était une simulation d'assassinat. Donc il avait cru qu'il allait y rester. Tout ça c'était par la suite, il réalise que c'était de l'intimidation pour le pousser à parler, pour le pousser à dire des choses, mais lui, depuis le départ, il n'avait rien à dire, qu'il avait vu des photos, des noms qu'on lui montrait, mais qu'il ne connaissait personne et qu'il l'a bien dit. Et en fait, c'était interminable à la fois, c'était malsain, c'était
c'était inhumain, c'était dégradant. On ne peut pas donner de... Je pense qu'il n'y a pas de terme assez fort pour qualifier ces méthodes-là, utilisées par les tortionnaires de la DST ou de je ne sais pas quel autre service qui se charge de maltraiter ces personnes pour aboutir à quoi? À des aveux signés sous la torture. Je pense que nombreuses personnes qui sont soumises à de telles maltraitances finissent par ou avouer n'importe quoi pour que ça se termine. Comme il disait mon frère, tu signerais ton propre arrêt de mort pour qu'on arrête de te torturer. Donc n'importe qui serait soumis à de telles horreurs finirait par avouer l'inavouable. Donc c'est des méthodes moyenâgeuses qu'on prétend qu'aujourd'hui n'existaient pas au Maroc, mais qui pourtant existent réellement. Et on pourrait récolter des témoignages, mais par centaines au Maroc. Il y a de nombreuses personnes qui continuent encore à l'heure actuelle à être mis en détention, à être soumis à de tels sévices. Et il y a même des disparitions. Mon frère me parlait d'autres cas qui ont carrément été défigurés, qui ont été torturés non pas 12 jours comme lui, mais des mois durant, et qui sont amenés par la suite au centre de détention où il est, mais qui ne communiquent plus avec personne, qui sont dans un état végétatif parce qu'ils ont perdu le goût à la vie. Ils n'ont plus envie d'espérer, ils n'ont plus envie de se battre, ne se lavent plus, ne prennent plus soin d'eux. C'est des gens qui sont réduits à rien, au néant. Et on prétend que ça n'existe pas au Maroc, qu'il s'agit d'une démocratie. Moi, je ne comprends pas. Ces propos-là, je les ai entendus et de la part de l'Espagne et de la part de la Belgique quand on criait au secours qu'on devait sécuriser mon frère. On me laissait entendre qu'il fallait avoir confiance. Que d'une part donc en Espagne donc il fallait quand il était encore en détention en Espagne qu'il fallait avoir confiance à la justice espagnole, que c'était une justice qui n'allait pas l'extrader, mais qu'en même temps il fallait aussi avoir confiance à la justice marocaine. Que ce n'était pas un État qui torturait, ce qui est faux. Nous, on le savait déjà avant même qu'il ne soit extradé, mais ça nous a été confirmé par la suite, non pas que par mon frère. Malheureusement, il y a eu des tas de cas de personnes qui ont été soumises à ces méthodes scandaleuses. C'est aussi la responsabilité de l'État belge qui a laissé les choses aller comme ça. Selon moi, la responsabilité revient aux trois États, que ce soit la Belgique pour son silence, pour sa non-intervention, pour son abandon d'un citoyen belge, de l'Espagne parce qu'on a prononcé un non-lieu suite à une enquête de 3 ans, ce qui l'a blanchi totalement, mais qui l'ont quand même gardé en détention, mais qui ensuite, à la demande du Comité des droits de l'homme de l'ONU de suspendre l'extradition, bafoue les droits, les conventions des droits de l'homme et l'extrade telle une marchandise au Maroc, et de la part du Maroc également, puisqu'il réceptionne mon frère, le passe à tabac pour avoir à la fin donc des aveux, sur base desquels il est condamné aujourd'hui à 15 ans. Donc pour moi, ces trois États sont coupables. Ces trois États ont leur responsabilité vis-à-vis de ce qui est arrivé à mon frère. Donc le Maroc va à partir de là, donc à partir de la date où mon frère a été condamné, où il a été extradé, subit la torture, on ne connaît plus donc avoir tous ses aveux signés sous la torture. Il va être amené donc à la prison de Salé, prison dans laquelle il se trouve encore aujourd'hui. Et depuis le 21 avril 2011 va commencer le procès de mon frère, qui est un procès mais totalement injuste et injustifié, vu qu'on va mettre de côté dans le dossier au départ, il devrait y avoir les résultats des fouilles que la police a entrepris pour prouver que mon frère aurait caché des armes au Maroc.
il y avait eu effectivement des fouilles, mais on n'avait rien trouvé. Ces éléments-là ne figurent plus sur le dossier, donc on n'en parle même pas. Il y a eu différents témoins qui auraient voulu apporter, donc confirmer que mon frère ne faisait pas partie d'un quelconque réseau. Donc il y avait des témoins importants et capitaux qui voulaient témoigner pour innocenter mon frère. Ils ont été mis de côté, on n'en a pas tenu compte. Il y a des tas de vices de forme dans ce même dossier, on les a tous mis de côté. Donc au final, dans le dossier de mon frère, il n'y avait que des aveux qui ont été mis sur pied et signés sous la torture, donc à la fin de ces 12 jours de garde à vue à Tmara. Et donc, à l'heure actuelle, et après 10 audiences, un procès qui a été prolongé mois après mois et qui a au final abouti, donc il a pris fin le 24 novembre 2011, a fini par faire condamner mon frère à 15 ans de prison ferme, alors qu'il ne contient que ces aveux-là faits sous la torture. À l'heure actuelle, donc aujourd'hui, on est en appel. On est déjà à plusieurs audiences également. On ne sait pas encore si la prochaine sera la dernière, mais toujours est-il que ça évolue de la même manière que depuis le départ, c'est-à-dire qu'on a affaire à une justice inique, qu'on a affaire à une justice kafkaïenne. C'est vraiment une comédie, une parodie. Il n'y a pas de respect des droits ni des lois. On fait comme bon leur semble. Les juges ne se soumettent pas du tout à une justice équitable, et que donc mon frère risque de nouveau de se retrouver avec la même sentence. On n'en sait vraiment rien. Donc on ne sait pas comment est-ce que l'affaire va évoluer en appel, parce que les avocats s'acharnent à vouloir, lors des procès, donc lors des audiences à l'heure actuelle, s'acharnent à vouloir faire constater par la Cour que les seuls éléments que contient le dossier, ce sont les aveux signés à la fin donc, de ces 12 jours de garde à vue, c'est-à-dire sous la torture. Dans le dossier d'Ali, que ce soit clair, dans le dossier d'Ali, quand je dis aveux, je ne devrais même pas appeler ça des aveux, parce que des aveux sous-entendent qu'il aurait avoué avoir fait quelque chose, ce qui n'est même pas le cas dans le dossier d'Ali. Il y a un ramassis de mensonges qui n'ont aucune logique, ni dans la chronologie de ce qui se dit, ni dans l'espace de temps entre chaque fait qu'on cite dans ce dossier. C'est-à-dire que dans ces soi-disant aveux, il y a une liste de faits qui sont déjà préécrits et auxquels on demande à mon frère d'apposer une signature. En plus, il y a un gros vice de forme dans ces mêmes formulaires, dans ces mêmes documents, c'est que mon frère, il n'a fait que mettre un paraphe. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a soigneusement écrit le nom de Ali Arras en langue arabe en entier, chose que mon frère n'a jamais fait. Mon frère n'a jamais signé en langue arabe. Donc c'est un vice de forme qu'on a mis de côté et dont on ne tient pas compte. Un autre fait important, c'est que mon frère ne maîtrise pas le langage arabe juridique. Et ce document-là, ces dossiers-là, est une série de faits qui sont mentionnés avec un langage juridique. Ni moi ni lui, ni des tas d'autres Marocains d'origine RIF, qui, comme nous, avons eu affaire à une autre langue maternelle qui est l'espagnol, n'auraient pu cerner ce qu'il y a écrit dans ces documents-là. Donc, on ne peut pas dire que, déjà, au départ, ce ne sont pas des aveux parce que mon frère n'a rien avoué. On lui a soumis des documents qu'il n'a pas paraphés. Okay? Et donc ça, il a dit qu'il l'a fait lorsqu'il était chez le ministre de... excuse-moi. Donc ça, il a dit qu'il l'a fait lorsqu'il a été présenté devant le juge d'instruction. Donc après les 12 jours de torture. Donc pendant les 12 jours de torture, il n'a rien signé du tout.
puisqu'il n'a rien avoué du tout. Donc, à l'issue, donc, quand il a été présenté devant le juge d'instruction, là, il a paraphé uniquement, mais il n'a pas signé. Il a paraphé des documents que lui pensait être des documents officiels qui n'avaient rien à voir avec un quelconque aveu, puisqu'il ne sait pas donc comprendre le contenu. Sous la torture, ou à l'issue de ces tortures-là, Maître Cohen et Maître Datsi, qui plaident toujours pour mon frère en appel aujourd'hui, lors de la dernière audience en appel qui avait eu lieu le 9 avril, ils avaient donc présenté devant le juge, donc le président de la Cour, un document qui avait été envoyé par le ministre de la Justice marocaine au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et dans ce document-là, le ministre de la Justice répondait donc en fait à une demande de l'ONU, à savoir s'il y avait enquête sur la torture que mon frère avait subie. Le ministère de la Justice marocaine disait à l'ONU, oui, elle est en cours, cette enquête. Ce document officiel a été présenté à la Cour devant le juge de la Cour et le président de la Cour. Et Maître Cohen disait que voilà, il y a eu enquête, ce qui sous-entend qu'il y a eu torture. S'il y a eu une enquête contre la torture, pour vérifier s'il y a eu torture, c'est qu'il y a eu torture. Le président de la Cour a refusé catégoriquement de lire ce document, l'a donné au procureur, qui n'en revenait pas, qui disait que ce n'était pas possible. Donc aucun d'eux disait, les deux désavouaient totalement la connaissance de ce document. Ils se sont retirés pour aller concerter le procureur général, qui finit par admettre qu'effectivement il y avait une enquête en cours, mais à la fin donc, de cette audience, il demande aux avocats, donc aux avocats de mon frère, de revenir, donc parce que l'audience a été reportée au 7 avril, de revenir le 7 avril avec les preuves qu'il y a vraiment une enquête qui est menée au Maroc pour vérifier que mon frère a effectivement été torturé. Allez comprendre ce qu'ils veulent, ces gens. Allez comprendre leur logique, allez comprendre leur justice. Honnêtement, nous, on ne sait pas du tout comment est-ce que ça va se dérouler la prochaine audience qui est prévue le 7 mai. Mais je m'entends vous dire qu'on s'attend qu'à de bonnes surprises, comme depuis le départ. C'est un procès kafkaïen, c'est une affaire kafkaïenne, il n'y a rien de clair, c'est de l'incompréhensible à l'état pur. Et on ne sait pas du tout ce qu'il va advenir de cette affaire. Donc on ne sait pas du tout quelle va être l'issue finale pour mon frère. Moi, j'aurais bien aimé personnellement qu'au Maroc, on ait pu avoir la possibilité de réunir des personnes, donc de retrouver les moyens au niveau des personnes, de former un comité de soutien de Ali, mais aussi d'autres prisonniers, pourquoi pas. Moi, je ne m'occuperai pas que de mon frère. L'idéal, ce serait que plusieurs personnes soient mises en avant et qu'on les ressorte de l'oubli dans lequel ils se trouvent. Mais moi, j'aurais espéré qu'on puisse trouver des personnes qui soutiennent ce genre de cas, ce genre d'affaires, au Maroc, parce que c'est de là qu'il s'agit maintenant. Donc, c'est là que tout se joue à l'heure actuelle. Moi, j'avais un espoir lorsque le mouvement du 20 février s'était soulevé, parce qu'on avait vu qu'il y avait eu des libérations immédiates très rapidement après le soulèvement de la population. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu estompé. On avait eu espoir dans le nouveau gouvernement marocain. On avait espéré que ça apporte des solutions et qu'on libère tous ces prisonniers politiques qui n'avaient pas... il n'y avait pas de raison de maintenir en détention, puisqu'on sait très bien qu'ils sont innocents. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Moi, ce que j'attends donc de la population marocaine aujourd'hui, c'est qu'elle se prenne en charge et qu'elle prenne aussi en charge toutes ces personnes innocentes qui risquent de périr dans ces prisons, dans ces geôles où il n'y a qu'injustice, et qu'ils se battent main dans la main pour faire régner la justice au Maroc. C'est une honte pour les Marocains, le fait que
Et on est indigné de savoir que dans un pays qui se prétend vouloir devenir démocratique, qui veut améliorer les droits sociaux, qui veut améliorer les libertés, les droits fondamentaux, ne le fasse pas réellement et qu'insidieusement il continue à mettre en détention des gens, à faire disparaître des gens, à torturer des personnes innocentes pour aboutir tout le temps et de manière machinale. On pourrait très très bien dire que la situation n'a pas vraiment changé, mais alors là, pas du tout, puisque à l'heure actuelle, donc après toutes ces révoltes au Maroc, de la part que ce soit des mouvements qui se sont créés suite aux révolutions dans d'autres pays voisins, se poursuivent. Donc il y a toujours des détentions, on retrouve des personnes mortes, on retrouve des personnes brûlées, carbonisées, on retrouve sans compter les cas de détention commune qui démontrent bien qu'il y a un problème plus que social. Il y a un problème qui pousse les jeunes au Maroc à voler, à boire, à fumer, à se droguer, et donc on peut dire que c'est en grand nombre. Donc il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a pas vraiment de changement. La politique actuelle n'a fait qu'assommer les gens. Dans l'élan qui s'était soulevé, ça n'a fait qu'endormir les gens et faire croire qu'il allait y avoir un réel changement, ce qui n'est pas vrai. Puisqu'aujourd'hui, le nouveau ministre de la Justice a prononcé clairement que les détenus politiques et même donc le réseau Beliraj, les personnes en détention qui font partie soi-disant du réseau Beliraj, c'est des dossiers qu'il n'allait traiter que plus tard, que ça ne faisait pas partie des priorités. Mais quand on voit qu'au Maroc, ces personnes-là ont des familles, j'ai rencontré des familles, des personnes qui sont en détention pour les mêmes cas et qui n'ont aucun revenu, qui n'ont aucun soutien, qui n'ont aucune... En fait, ce sont des personnes qui doivent se débrouiller par elles-mêmes parce que d'une part, leur mari a été enfermé et que d'une autre part, il n'y a pas de droit. Donc comment est-ce que vous voulez que ces gens-là s'en sortent? Et moi, je pense qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que la situation s'améliore d'elle-même. Si on ne bouge pas, on n'aura rien. Et donc le peuple marocain doit revendiquer ses droits et doit le faire de manière assez ferme, que la situation change. Il faut que la situation change. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Il faut bien sûr prier, il faut bien sûr faire des doigts, mais il faut agir. Et ce n'est qu'en revendiquant ses droits sans avoir peur, qu'on arrête d'avoir peur, qu'on arrête de se calfeutrer chez soi, qu'on arrête de laisser faire les autres. Il faut s'unir, il faut sortir dans les rues et il faut demander à ce que justice soit rendue dans tous les sens du terme. Parce que le Maroc est un pays qui est loin, loin, loin d'être ce qu'il prétend être. Je m'appelle Farida.